Amis sportifs, sois heureux de vous retrouver ce vendredi 12 janvier 2024. Vous l'aurez constaté, nouveau décor, nouvelle ambiance. Nous sommes à jour J-1 du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Intelligent TV vous propose un nouveau programme qui va vous tenir compagnie tout au long de cette compétition. Il s'agit du Brunch de la CAN. Le Brunch de la CAN sera animé et présenté par Ibrahim Koné Khalil, que je reçois sur son plateau. Ibrahim Koné. Ibrahim, je te reçois sur ton plateau. Aujourd'hui, je te fais la passe parce qu'aujourd'hui, c'est la fin d'Aqua-CAN et le début du Brunch de la CAN. Merci beaucoup, Ange, pour cette passe décisive. Et puis, rassure-toi, on va en faire très bon usage pour le bonheur de nos téléspectateurs qui nous font confiance, qui ont décidé de suivre la CAN en 2023 de façon intelligente sur l'Intelligent TV. Le Brunch de la CAN, c'est une émission quotidienne à laquelle tout le monde aura droit pendant un mois, du 13 janvier au 12 février 2024. On viendra ici sur ce plateau tous les jours à partir de 10 h pendant 52 minutes pour décrypter, analyser les matchs de la veille avec des consultants que nous avons triés sur le volet, des gens qui connaissent le football, qui ont pratiqué le football, qui vivent le football. Ils vont nous aider à commenter, décrypter ces matchs de la veille et puis se projeter sur le match à venir. Et le match à venir pour cette CAN, le premier match, c'est Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. On va en parler ce soir avec nos consultants. Mais avant, on va faire le débrief de Aqua-CAN que tu as eu à gérer, animer pendant un mois sur l'Intelligent TV. Alors, Ange Kouadio, dis-nous, le brunch, que dis-je? Je suis déjà attiré par le brunch, c'est de bonne guerre. Aqua-CAN, c'est une émission de 52 minutes que tu as animée, tu as présenté. Dis-nous, cela a consisté à quoi? Alors, Aqua-CAN, je me plaisais à le dire, toutes les nations qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations ont eu des moments de préparation, ont eu des stages, ont joué des matchs amicaux. Oui, Aqua-CAN, c'était également la préparation de l'Intelligent TV pour se lancer dans la CAN qui va démarrer à partir de demain. Et nous avons préparé ce programme, le brunch, à travers Aqua-CAN, parce qu'Aqua-CAN, c'était la présentation des différentes équipes, avec échange avec nos confrères de l'extérieur, et aussi Aqua-CAN, c'était la présentation de ce qu'il y a un volet touristique. Oui, de ce qu'il y a de plus beau dans cette terre d'hospitalité en Côte d'Ivoire. C'était ça, Aqua-CAN. À travers vos reporters, vous avez parcouru les différentes localités de la Côte d'Ivoire, Korogo, Yamoussoukro, Boaké. On a vu Jean-Hubert Kofo, s'appelle Monet, en train de parcourir Boaké, Korogo pour nous faire découvrir les merveilles touristiques de cette localité. Et quel était donc l'intérêt, justement, de faire découvrir aux uns et aux autres ces richesses culturelles dont dispose la Côte d'Ivoire? Non, l'intérêt, c'était que, c'est vrai, tout le monde parlera de football, tout le monde parlera de Mossala, de Sébastien Haller, et il fallait avoir une autre déclinaison, et la direction a voulu que nous mettions un accent sur le volet touristique, présenter ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux en Côte d'Ivoire, qui est la terre d'hospitalité. Et je pense que les téléspectateurs et téléspectatrices ont vu ce qu'il y a de beau à Korogo, ont vu ce qu'il y a de beau à San Pedro. Oui, San Pedro, j'y étais personnellement et je peux vous dire que j'ai envie d'y être encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à San Pedro pour que vous soyez tenté encore de retourner dans cette localité? En termes de découverte touristique, tu ne peux pas découvrir San Pedro en 2 jours, 3 jours et même une semaine. Parce que quand on te parle de la baie des milliardaires, de la baie des siens du moins, quand on te parle de la colline des amoureux, tu as envie d'y être. Tu me donnes envie comme ça de partir à San Pedro. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je pense que ça va venir avec tout ce que tu donnes comme explication. J'ai tout de suite envie de quitter ce plateau et puis me rendre à San Pedro. Ne quitte pas le plateau. Ouais, le brunch est là, le brunch t'attend. Tes consultants, tes téléspectateurs sont là, ils t'attendent. D'accord, donc je suis là pour justement conduire cette émission avec toi. Alors Ange, après 7 numéros, quel est le bilan que tu peux faire de Aqua-CAN? Non, je peux dire qu'Aqua-CAN a eu
est positif. Le bilan, il est bon parce que nous avons reçu des appels, nous avons vu au niveau de la page des différents médias du groupe L'Intelligent TV, nous avons vu l'intérêt que les téléspectateurs, les internautes avaient pour cette émission, qui était une émission qui est venue, c'était la seule émission, hein, je pense, au moment où les autres parlaient, d'autres, je ne vais pas... Je vais pas. Oui, mais ce que tu dis, c'était la seule émission qui était focus CAN, préparation de la CAN. Les autres émissions que l'on voyait ça et là parlaient un peu de tout, mais c'était la seule émission qui avait pour intérêt la CAN et je pense que les téléspectateurs ont aimé et ça nous donne. On quitte Aquacan avec beaucoup de pincements parce qu'on doit retourner sur le terrain. Mais bon, la CAN finit le 12. On pense qu'après le 12, on proposera d'autres choses à nos téléspectateurs. Comme le disent les musulmans, Inch'Allah, on espère bien que cette émission de sport va revenir, sinon va s'installer sur les antennes de l'Intelligent TV. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tellement important. J'ai eu l'occasion de suivre un peu les différentes chaînes de télévision, mais il faut signifier que c'est l'Intelligent TV qui a ouvert la voie. Le constat que j'ai fait, c'est la première chaîne de télé qui a proposé un tel programme qui a consisté à faire découvrir les richesses culturelles de la Côte d'Ivoire. Et c'est après que d'autres chaînes ont suivi. Ouais, justement, c'était ça l'intérêt, c'était ça la volonté de la direction de mettre sur pied ce programme Aquacan. Et je pense qu'on a reçu le challenge, mais il y avait des choses peut-être à améliorer, à parfaire. Tout n'est pas bon, tout n'était pas beau. Et je voudrais me remercier ici tous ces consultants qui étaient avec moi. Je vais commencer par Fernand Dédé, Koné Aruna qui était avec nous, le coach Yves Savadogo, le coach Alain qui... Bon, je vais me taire, je vais laisser... Tu as reçu également le Cocan ici sur ce même plateau. Oui, j'ai reçu pour le premier numéro Jean-Michel Déhan pour parler de la mobilisation, remercier toutes ces personnes-là qui ont cru parce que quand tu ne crois pas à quelque chose, tu ne viens pas. Et justement, parlant de la mobilisation, tu es un observateur, un acteur du football en tant que journaliste. Qu'est-ce que tu en penses? Il se dit qu'on ne sent pas d'engouement, la ferveur populaire autour de cet événement n'y est pas. Quel est l'avis de Ange Kouadio justement relativement à la ferveur populaire? Alors, je ne veux pas parler comme le président du COCAN, mais il faut dire que les Ivoiriens, quand on parle de « on ne sent pas », ce n'est pas à 2 jours, à 3 jours de l'événement. Les Ivoiriens auraient voulu voir la CAN dans les villages à 1 mois, à 2 semaines, mais malheureusement, on n'a pas vu ça. Il a fallu attendre l'arrivée des équipes pour qu'on commence à brander même la ville d'Abidjan. Et bon, écoutez, la CAN est là, demain c'est le coup d'envoi, c'est le plus important. Je crois qu'on aura droit à un beau spectacle demain. Alors Ange, on me fait dire dans mes oreilles qu'on a presque fini avec toi pour les échanges. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour terminer relativement à cette émission Aquacan? Qu'est-ce qu'on doit retenir avec Ange Kouadio pour cette émission? Alors, on doit retenir que Aquacan a joué sa partition. Aquacan a préparé nos téléspectateurs qui nous ont suivis pendant ces 7 numéros. Et ces téléspectateurs qui nous ont suivis, qui aiment le sport, qui veulent que l'Intelligent TV accorde de l'importance au sport, continue ainsi. Et c'est vous qui prenez le relais avec cette passe décisive que je vous fais aujourd'hui. Merci beaucoup, mais je ne veux pas réceptionner seul cette passe décisive. Tu l'as dit, je serai accompagné pendant 1 mois par 3 personnalités de renom dans le milieu du football en Côte d'Ivoire. Charles Dago, Zézé Venance dit Zézéto, et puis Alain Sylvain Youssian. On aura l'occasion de donner plus d'informations sur ces personnes d'envergure mondiale qui connaissent le football, qui seront analysées, décryptées pour vous de façon intelligente. Il faut le signifier, c'est toujours important de préciser, décrypter pour vous de façon intelligente les différents matchs qui vont se jouer et qui seront en cours pour ce qui est de cette CAN 2023. Ange Kouadio, avant de te laisser partir, tes vœux les meilleurs pour cette année 2024? Beaucoup de santé, parce que quand on a la santé, on peut faire tout. Quand on a envie, on peut tout faire. Il faut la santé pour pouvoir jouer au foot. Il faut la santé pour pouvoir animer une émission. Il faut la santé pour venir au travail. Beaucoup de santé. Que le Seigneur
protège la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Ange, merci pour bonne émission. Un mois de boss sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci. Ça n'a pas été facile, il y a eu des difficultés, mais avec le courage, la volonté, on y est arrivé. On est parvenu à offrir 7 numéros à nos téléspectateurs. On va maintenant lancer le brunch de la CAN. Vous voyez, c'est marqué juste à côté de moi, le brunch de la CAN avec de la cuillère, des fourchettes et puis un ballon pour dire qu'on va manger autour de la CAN. A tout de suite avec nos consultants les plus aguerris pour commencer le brunch de la CAN, le premier numéro. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes bel et bien en direct ce jour. C'est vendredi 12 février. Que dis-je? Je suis tellement pressé d'arriver au soir de cette finale que nous souhaitons victorieuse pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes bel et bien le 12 janvier 2024. Veille du match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous étions avec Ange Quadio et là le brunch démarre. Ses consultants sont déjà installés. À ma droite, Zézé Venance dit Zézéto. Bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous durant un mois. Merci de m'avoir invité aussi. Bonne année. Merci beaucoup. Beaucoup de santé à vous. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur nous. Merci beaucoup. Bonne année à toi également. Zézéto, on le sait, ancien international ivoirien. Il a joué à la SEC Mimosa avant de s'envoler pour la Belgique où il a évolué à Beveren. Et puis le club de la Gantoise, il a disputé des matchs également avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Je crois 7 sélections avec l'équipe nationale pour un seul but inscrit. C'était contre le Niger le 16 septembre mois 2000. C'était d'ailleurs votre première sélection. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons Charles Dago, ancien international ivoirien, aujourd'hui journaliste consultant. Charles, bonsoir. Bonsoir. Merci également de partager ce plateau avec nous pour un mois. Tout le plaisir pour moi. Charles Dago, ancien international ivoirien, je l'ai dit, 37 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire, 3 buts inscrits. Le dernier but de Charles Dago avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est un match de préparation contre l'Égypte. Voilà, l'Égypte, voilà, c'était le premier but de Charles Dago avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Charles Dago a commencé avec le stade d'Abidjan avant de rejoindre l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis après, on a eu l'Ukraine en Belgique. Et puis le dernier club de Charles Dago, c'est Al Tamadam. Tadamon du côté du Koweït. Merci beaucoup, Charles Dago, qui a disputé une CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était en 2000. En 2000, ouais, une CAN co-organisée par le Ghana et le Nigeria. Et qui a été remportée par le Cameroun. Par le Cameroun, effectivement. Et juste à ma gauche, nous avons le coach Alain Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également d'avoir accepté de nous accompagner durant un mois. Je pense que je vais d'abord, dans un premier temps, dire merci à Intelligent TV qui nous a permis d'être là cet après-midi et puis de parler football. Merci beaucoup. Alors, vous êtes dans mes recherches. J'ai vu que vous avez été meilleur entraîneur en Ligue 2 au Mali. Oui, j'ai été meilleur entraîneur en Ligue 2 au Mali. J'ai été meilleur entraîneur ici en Côte d'Ivoire pendant 2 années. Et puis aujourd'hui, je suis toujours entraîneur. Je fais une dernière pige au Sporting Club de Gagnoa. Mais pour l'instant, je suis sur le marché parce que je viens de signer avec une structure. Je pense que cette structure est mieux placée pour faire la publicité des entraîneurs en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Charles Dago, Zézé Venance, Alain Sylvain, merci de partager ce plateau avec nous. Nous allons démarrer le brunch de la CAN avec le premier sujet qui se présente à nous. Vous le savez, demain, samedi 13 janvier 2023, nous allons assister au match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en terre ivoirienne pour la 2e fois après 1984. Et ce sera la 3e fois que la Côte d'Ivoire va disputer un match d'ouverture après 1970 au Soudan où la Côte d'Ivoire a été battue par le Cameroun 3-2. Et la 2e fois, c'était justement en 1984. Ici en Côte d'Ivoire, les éléphants ont battu le Togo 3-0. Nous allons donc parler dans quelques instants de ce match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Vous avez vu, c'est écrit Garba. Garba, c'est un plat
qui a beaucoup consommé ici en Côte d'Ivoire, semoule à base d'attiqué, qui a beaucoup consommé avec du piment, soit du piment rouge, jaune, vert, avec de l'oignon, et puis de l'huile qui est particulière parce que c'est une huile qui est obtenue après cuisson du poisson thon. Et donc, ça fera partie des temps forts de cette émission. Et juste avant, le Garba, on parlera aussi du riz couché qui va consister à décrypter les matchs de la veille. Puisque nous n'avons pas encore démarré la CAN, nous allons s'intéresser uniquement au Garba pour se projeter sur le match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Alors, demain, c'est la cérémonie d'ouverture, on le sait. Et les enjeux sont nombreux. Les enjeux sont sportifs, mais aussi organisationnels. Zézeto. Oui, à quelle cérémonie on peut s'attendre pour demain? Il faut s'attendre à une belle cérémonie parce que toutes les équipes, tous les pays qui organisent ces genres de compétition essaient de mettre le maximum. Donc je pense qu'il faut s'attendre à une bonne cérémonie, une très belle. Et je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens pour le faire. Et demain, on verra comment ça se passe. Mais je pense que l'idée, c'est de faire une bonne cérémonie. Oui, l'idée, c'est de faire... Surtout la meilleure. C'est de faire une bonne cérémonie, la meilleure. Mais pour Zézeto, c'est quoi une bonne cérémonie d'ouverture? Ça doit ressembler à quoi? Ça doit être spécial. Ça ne doit pas ressembler à ce qu'on a déjà fait. Et je pense que... Quand vous dites spécial, est-ce qu'il faut voir des éléphants comme on l'a vu au Cameroun en 2021, on a vu un lion? Mais bien sûr, il faut voir son effigie, il faut voir les éléphants, il faut voir tout ce qu'on doit voir, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui entoure la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce qu'il faut voir parce qu'il faut donner l'image aussi, la bonne image de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est tout cet ensemble-là qu'on doit voir sur cette cérémonie-là. Et puis après, mettre des trucs qu'on n'a jamais vus aussi. Voilà. Charles Dago, toi, tu as joué la CAN en 2020. En 2000? En 2000, autant pour moi. C'était au Ghana, et puis au Nigeria. Tu as vu le match d'ouverture. Pour toi, le match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture de cette CAN en Côte d'Ivoire, elle doit ressembler à quoi? Écoutez, pour simplifier les choses, je dirais qu'elle doit ressasser tout ce qui est culturel de la Côte d'Ivoire, au travers quand même de tout ce qui est ingénieux, tout ce qui est luminosité, tout ce qui est nouvelle technologie. Voilà, aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'Internet, de la technologie, je ne dirais même pas de l'intelligence artificielle, mais si on peut utiliser tous ces composants-là pour nous sortir quelque chose de formidable, d'exceptionnel, ce serait tant mieux. En tout cas, il va falloir, à mon sens, que le COCAN, sinon la Fédération Ivoirienne de Football, tous les organisateurs utilisent vraiment, ou même fassent appel vraiment à tout ce qui est culturel en Côte d'Ivoire et le montrer à la face du monde. Parce que c'est ça. Elle est déclarée CAN de l'hospitalité. On sait que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité qui accueille beaucoup d'hommes. Donc c'est l'occasion là de faire montre de ce savoir-faire-là, le transmettre, le traduire à travers les nouvelles technologies. Alain, à ton niveau, tu vois aussi comme ça cette cérémonie d'ouverture, il faut envoyer tout ce qui est culturel, il faut vendre la Côte d'Ivoire, il faut vendre cette diversité culturelle. Je pense que cette CAN-là doit ressembler peut-être à... Cette cérémonie d'ouverture doit ressembler à une cérémonie où on fait la publicité de la Côte d'Ivoire à partir de toutes les régions. C'est-à-dire on prend à l'est, à l'ouest, au centre, au nord, au sud. Et toutes les cultures doivent être vendues, doivent être présentées. Est-ce que ça sera possible? La Côte d'Ivoire, c'est quand même plus de 60 ethnies. Est-ce qu'on pourra faire tout ça? Mais dans cette cérémonie-là, il faut mettre sur le plateau ou bien sur la cérémonie, il faut mettre toutes ces régions-là. Parce que même si c'est 60 ethnies, même si c'est 60 cultures, il faut qu'on ressorte les danses les plus connues. Par exemple, quand tu prends à l'ouest, automatiquement, on te dit que c'est le masque, le thématé, par-ci, par-là. Quand tu vas au centre, il faut que tout cela soit mis sur le terrain. Et tout ça accompagné dans le football, tu vas voir que c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, le président du COCAN, François Michel, a signifié que cette cérémonie d'ouverture va durer environ 30 minutes. Elle va démarrer officiellement à 18h15. Ce sera au stade Alassane Ouattara de Bimpe à Niamey. 30 minutes, c'est trop ou peu, Zézé? Je pense qu'ils sont mieux placés pour savoir. Donc, je pense que si en 30 minutes ils sont dans le temps... Mais en tant que footballeur, je trouve que c'est suffisant? Pour moi, c'est peu. Je pense qu'il faut bien un peu plus tôt, au moins 1 heure. Je pense qu'on a le temps de montrer toutes les cultures de la Côte d'Ivoire et tout ce qui entoure la Côte d'Ivoire. Je pense qu'en 1 heure, on peut quand même visionner tout ça. Mais en 30 minutes,
je ne sais pas. Mais s'ils le disent en 30 minutes, je pense qu'ils savent sur quoi compter. Mais je pense que pour moi, 1 heure, c'est assez suffisant pour pouvoir montrer tout ça. Charles, 1 heure, est-ce que ça va pas finir par lasser les gens? 1 heure de cérémonie d'ouverture, 30 minutes, c'est pas bien calibré là, à ce niveau-là? Non, je pense que c'est bien calibré dans le sens où ils savent tous que samedi, il est annoncé une pluie quand même. Donc je pense que c'est par rapport à ça. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas la pluie. La météo a déjà déclaré qu'il y aurait une pluie. Donc je suis convaincu que c'est fort de cela qu'ils font ces calculs-là. Mais je pense que 30 minutes, ce n'est pas aussi mauvais. Si en 30 minutes, ils peuvent ressasser les 4 grands groupes ethniques, parce que tout à l'heure, on parlait de plus de 62 ethnies, mais ces 62 ethnies sont en 4 grands groupes ethniques. Donc c'est juste les 4 grands groupes ethniques là qu'il faut revoir. Et puis bon, ça suffira. Donc pour moi, 30 minutes, ça va. Il ne faut surtout pas oublier le Zouglou et puis ne pas oublier aussi le Noussi, parce que ce sont des choses aussi qui sont des particularités de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, je souhaiterais qu'on voit le Noussi et qu'on voit le Zouglou, parce que ça fait partie des particularités abidjanaises. Parce que tout le reste, c'est vrai que ça fait beaucoup plus régional, les 4 grands groupes ethniques, Abidjan y compris. Mais ce qui est né d'Abidjan, c'est le Noussi et le Zouglou. Et donc, ce serait intéressant qu'on montre à la face du monde pour une fois ces 2 aspects-là, phares de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qui nous caractérise à l'extérieur. Tout Ivoirien qui va à l'extérieur se caractérise par le Noussi et par le Zouglou. Alors, en Nouchi, pour dire c'est beau, c'est joli, on dit c'est zo. C'est zo. Alors, Alain, est-ce que ça sera zo de parler de Nouchi, de faire découvrir le Nouchi? Ça sera quoi l'intérêt, justement? Je pense que ça sera zo de parler de Nouchi. Et puis, comme Dago l'a dit, à côté du Nouchi, à côté du Zouglou, pourquoi ne pas créer un carnaval pour parler un peu du coupé décalé qui nous a donné un peu la joie de vivre. Ça aussi. Mais je pense que 30 minutes pour moi, pour un stade comme Ebimpe, c'est un peu, c'est pas trop, c'est petit. Parce que quand tu prends les 4 grandes régions, comme Dago le dit, quand tu donnes 10 minutes à chaque région, déjà tu fais 40 minutes. Et puis tu vas donner peut-être 5 minutes au Zouglou, 5 minutes au coupé décalé. Et puis tu termines par le Noussi. Mais là, finalement, on peut dépasser 1 heure. Oui, tu termines par le Noussi parce que le Noussi, c'est la langue ivoirienne. C'est là l'ivoirien se sent, par excellence. Que ce soit à l'école, à l'ambassade, partout. Quand on te croise, ouais, mon frère, comment tu vas? On dit quoi? Automatiquement, on sait que tu es ivoirienne. Voilà. Il faut qu'on termine par cela. Ça reste toujours un spectacle. Donc, un spectacle, quand il est beau, 1 heure, c'est rien du tout. C'est rien. Donc, même 2 heures, même 3 heures. Voilà, c'est la beauté du spectacle qui va faire. Il faut un beau spectacle. En fait, on va voir un spectacle. Alors, Zizito, le mot Nouchi qui t'impressionne, c'est quoi? Juste un mot Nouchi pour ceux qui viennent de découvrir la Côte d'Ivoire. Il y a plein de mots. Il y a plein de mots. Je ne saurais même pas dire. Un mot? Un mot. Oui. Je ja. Qui signifie bon, je suis beau, j'impressionne. Ça a plusieurs sens, on va dire. Voilà, je peux dire je suis dangereux, ou bien je suis beau, ou bien voilà. Donc, encore ils vont dire je suis dingueré. Je suis dingueré, voilà. Donc il y a plusieurs mots qui voilà. Et puis n'oublions pas aussi, comme ils l'ont dit, il y a le Zouglou et tout. Maintenant on a un nouveau truc qui est le Peya. Le Peya. Il ne faudrait pas l'oublier aussi. Parce qu'en ce moment, c'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu. Donc tout ça, en 30 minutes quand même, ça sera trop juste, je trouve. Après, comme Dago l'a dit, après ils ont fait des calculs, donc ils savent que s'ils savent en 30 minutes qu'ils peuvent le faire, tant mieux. D'accord, Dago, le mot Nouchi pour Dago? Oh, franchement, c'est tellement beau. C'est tellement beau que je ne sais pas quel mot penser. Mais je ne sais pas, sincèrement. Enjaillement, par exemple, voilà, c'est un mot qui, sincèrement, m'a toujours plu. Voilà, qui est aujourd'hui devenu un mot officiel de l'Académie française. Voilà, le mot s'enjailler. Comme un boucantier. Voilà, comme le boucantier. En fait, tous les mots sont tellement extraordinaires, ont une source tellement particulière que, franchement, tout de suite comme ça, je me serais sorti un mot comme ça. Alors, Dago, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire a justement les moyens de relever le défi d'une cérémonie d'ouverture réussie? Ah oui, déjà en 84, on avait réussi cette cérémonie-là. Nous étions encore, c'est vrai que nous sommes plus jeunes, mais nous avons assisté à cela. On avait réussi, c'est vrai qu'on avait un parachutiste qui n'était pas tombé dans le rond central, mais tout de même, ça avait été vraiment fabuleux pour une première d'assister à ce spectacle. Et puis les majorettes nous avaient servi quelque chose de très agréable. Donc, ouais, j'espère qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de moyens
dont dispose la Côte d'Ivoire, autant de talents dont nous disposons, et de techniques, de moyens financiers, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour réussir voilà, cette entame de la compétition. Parce que on a tous grincé les dents par rapport à l'avant-compétition, et donc cette entame-là, une belle entame, nous ferait oublier un peu ce qu'on a vécu avant cette entame de la compétition. D'accord. Mais Charlie, il ne faut pas oublier qu'on a l'un des meilleurs chorégraphes africains mondiaux, qui est un Ivoirien. Donc avec lui, il a sa troupe, Georges Monboy, il a sa troupe, il a ses danseurs, il a tout ce monde-là. Mais je pense qu'avec lui, il connaît toute la Côte d'Ivoire, il connaît l'Afrique, il connaît le Noussi, il connaît le Zouglou, il connaît toute la culture ivoirienne. Je pense qu'avec lui, avec le peu qu'il a montré dans la cérémonie de tirage au sort, je pense que là, on fera beaucoup. Et pour appuyer ce que vous dites, selon les informations que nous disposons, l'orchestre philharmonique d'Odéné, qui est une initiative du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, va prester également au cours de cette cérémonie d'ouverture. Et donc, demain sera, waouh, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sera impressionnant. Alors, messieurs, on va parler à présent de l'enjeu sportif de ce match d'ouverture Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, juste après ceci. Bienvenue à vous si vous venez de nous prendre en cours de diffusion. Vous êtes sur l'Intelligent TV pour ce numéro du brunch de la CAN. C'est une émission quotidienne qui va passer tous les jours pendant 52 minutes sur l'Intelligent TV pour décrypter, analyser pour vous les matchs qui se sont déjà déroulés et se projeter dans les matchs à venir avec les consultants que nous avons triés sur le volet. Charlotte Dago, Zezeto, Sylvain seront avec nous pour vous aider à mieux comprendre le football, les différents matchs de la CAN 2023. Ce sont des gens qui ont pratiqué, qui continuent de côtoyer le football. Donc, comprenez qu'ils le maîtrisent, le football. Ils ont été bien choisis justement pour vous aider à passer une CAN intelligente sur l'Intelligent TV. Alors, Zezeto, on va commencer avec toi. Les enjeux sportifs de ce match d'ouverture, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. C'est la première fois que les deux équipes vont se croiser en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire en tant que pays hôte et puis qui est citée aussi comme l'une des équipes favorites de cette CAN 2024. C'est déjà bon de commencer avec une victoire pour assurer? Bien sûr, toute compétition, il faut toujours commencer avec une victoire. Et je pense que sur ce match-là, la Côte d'Ivoire est favorite. Ça, c'est évident. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Vu le palmarès, vu le nombre de compétitions à cette CAN, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Pas favorite. Et puis, comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire, moi j'ai suivi un peu, ils ont pas mal fait une préparation aussi, qui était pas mal. Vu le dernier match, qui était pas mal aussi, les 3-4 derniers matchs qui étaient pas mal. Et je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Donc maintenant, cette équipe, c'est une équipe, on va dire, inconnue. Mais il faut faire très attention quand même parce que des équipes inconnues comme ça, on peut avoir des surprises. Et je pense que le premier match, il faut le gagner, c'est évident parce que c'est très important pour bien rentrer dans la compétition. Parce qu'après, tu croises le Nigeria. Donc il faut vraiment gagner ce premier match-là. Et je pense que c'est là que tout va partir. Chadago, c'est une équipe inconnue, la Guinée-Bissau. Vous pensez de la même manière? Écoutez, dire que c'est une équipe inconnue, oui. Elle prise en tant qu'équipe, oui. Mais les joueurs ne sont pas inconnus. Voilà, nous sommes tous sur le continent. Nous savons que voilà, la Guinée-Bissau n'a pas un super championnat. Non seulement n'a pas un super championnat, mais n'a pas aussi non plus des grands joueurs qui sont quand même, qui peuvent rivaliser, il faut le dire tout net, avec les footballeurs ivoiriens. Donc sur ces deux plans-là, je pense que nous sommes, voilà, toute modestie mise à part, avec tout le respect que je dois à la Guinée-Bissau, nous sommes quand même au-dessus quand même de cette équipe-là. Maintenant, une chose est d'être au-dessus sur les papiers, avec les statistiques dont Zezeto a parlé. Et une autre chose est de confirmer tout le bien qu'on nous dit de vous. Et c'est à ce niveau-là que je rejoins encore une fois de plus voilà, mon collègue consultant pour dire, vous êtes 7 favoris, vous devez respecter l'adversaire, aussi petit qu'il soit sur papier.
Mais malheureusement, les entames des compétitions sont ce qu'elles sont en général. Parce que un premier match peut être un fiasco, c'est fort possible. Et puis à la fin, aller gagner la compétition. C'est possible que la Côte d'Ivoire fasse un fiasco? C'est possible. Un fiasco, c'est un match nul. Ça peut être un match nul. Les Guinéens peuvent venir s'asseoir, garer le bus, et puis jouer le bon résultat qui serait le match nul. C'est possible. Et puis, on peut capitaliser ce match nul-là, redorer le blason autrement, et puis aller jusqu'en finale remporter le trophée. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de dire de façon, de s'accouter sur absolument une victoire, parce que les Guinéens sont aussi venus pour gagner. Ce n'est pas de faire valoir, mais qu'on prépare les uns les autres à ce qu'on pourrait avoir une surprise. On a vu l'Argentine se faire éclabousser par l'Arabie Saoudite, qui lui crut, mais après, qui ont redoré leur blason, ils se sont remis en cause, ils sont allés gagner la Coupe du Monde. Donc ça pourrait nous arriver. Ça pourrait nous arriver. Je ne le souhaite pas, mais le football reste ce qu'il est, avec certaines incertitudes. Mais je pense quand même qu'au-delà de toute imagination, on est vraiment au-dessus de cette équipe-là. Et que tout de suite, on doit se faire respecter dans les 15 premières minutes. Là, si on n'a pas pu, il faut savoir aussi gérer la compétition. Alors, coach, Dabo l'a dit, il n'y a pas lieu de se focaliser sur une victoire pour bien entamer cette compétition. Est-ce que de votre côté, vous pensez qu'un match nul, ça pourra rassurer le public? Est-ce que ça sera un élément convaincant de ce que la Côte d'Ivoire est bien partie pour donner le bonheur aux Ivoiriens au soir du 12? Écoutez, moi je pense que ce match-là, il va dépendre de l'échauffement. C'est-à-dire? Là c'est le coach qui parle. C'est le coach qui parle. Là, ça va dépendre des échauffements. Parce que avant d'entrer dans une compétition, il faut être prêt moralement et mentalement. S'ils font de très bons échauffements, si l'enjeu ne prend pas le dessus sur le jeu, je pense qu'on pourra faire un match exceptionnel. Parce que ne mettons pas dans la tête que c'est une petite nation et on arrive comme des champions sur des ailes, qui pensent qu'ils ont déjà tout gagné. Non, comme Dago l'a dit, il faut d'abord dans un premier temps respecter l'adversaire. Prendre l'adversaire au même niveau que toi-même qui viens dans cette compétition. En ce moment, quand tu prends l'adversaire comme ça, tu fais un échauffement avec beaucoup de concentration. Tu commences ton match facilement. Zizoto est témoin, Dago Charles est témoin. Tous les grands internationaux savent ce qu'on appelle un échauffement d'avant-match. Parce que l'échauffement d'avant-match, ça fait 20 minutes déjà de la première mi-temps. Quand tu ne te sens pas, depuis les vestiaires, c'est-à-dire depuis l'hôtel, jusqu'à dans les vestiaires et jusqu'à l'échauffement, s'il y a un seul joueur qui se trompe de maillot, ce joueur-là, il faut l'écarter de ton équipe. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu des expériences. Nous sommes allés au Ghana pour un match amical international. Ça, c'est une anecdote que je vais vous expliquer. Après l'échauffement, le coach demande, bon, ok, écoute, c'est toi qui commences comme gardien numéro 1. Charlie, il laisse son maillot et il va prendre le maillot du troisième gardien. En 15 minutes, il nous prend, ben écoutez, il nous prend 2 buts. Alors coach, allez-y. Voilà, ça aussi, ça déjoue le match. Après, c'est vrai qu'on revient à la marque, on fait tout et on s'en sort. Mais s'il était concentré, jamais on allait prendre des buts et je pense qu'on allait gagner le match. Donc il faudra un maximum de concentration. Un maximum de concentration. Il faut que les éléphants comprennent que être favori, c'est sur le terrain. Ce n'est pas dans les médias ou bien c'est pas... Alors coach, pour vous qui êtes coach, quand vous mettez à la place de Jean-Luc Gasset à la veille de ce match d'ouverture, en tant que pays hôte, pays qui abrite cette compétition, comment on se sent, dans quel état d'esprit on est actuellement? Qu'est-ce qu'on dit à nos joueurs? Comment ça se passe? Non, on dit simplement à nos joueurs, c'est comme tous les matchs que vous allez jouer. Hein. C'est comme si vous jouez un match en club ou bien comme vous jouez un match amical, mais la seule différence, c'est que vous jouez devant votre public. Est-ce qu'au niveau du coach, on sent une certaine pression? Une très grande pression pour lui parce qu'il n'est pas ivoirien. Ça serait une très grande pression, mais pour nous les Ivoiriens, comme Dago Charles le sait, Zizoto le sait, nous en tant qu'entraîneurs ivoiriens, ce genre de match-là, comme mes joueurs le savent, moi j'arrive avec une ambiance pas possible, la musique, Zouglou, bien quoi, juste pour montrer aux enfants qu'aujourd'hui là, on va faire la fête sur le terrain. Voilà. D'accord, alors Dago et puis Zézé, on va venir à vous en tant que
ex-footballeur. Vous allez nous dire aussi dans quel état d'esprit on se retrouve actuellement en tant que footballeur à la veille d'un match aussi capital. Mais ça sera juste après cet extrait de la conférence de presse qui a été animée ce matin même par l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, qui dit dans cette vidéo que son rêve est d'aider la Côte d'Ivoire à remporter la CAN 2023. J'ai envie de réaliser le rêve de tout un peuple. Notre sport, c'est un avantage de recevoir. La question, c'est de savoir comment nous, on va gérer la pression. Si vous mettez vos joueurs dans les meilleures dispositions pour les écarter un peu de cette pression, si tous les jours vous ne parlez pas que de ça. On a passé une semaine où le groupe a vécu des moments, je trouve, merveilleux entre les anciens et les jeunes, peut-être un peu d'inconscience. On les prépare au mieux, mais sincèrement, je préfère voir une pression de jouer à domicile, parce que je pense que dans des moments clés, ça sera décisif. On le connaît, vous avez le tenant du titre, vous avez le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. Il y a 20 mois que je suis sélectionneur. On a essayé de faire le mieux. Et aujourd'hui, je pense qu'on est prêt. Alors, Chadago, dans ce discours du coach des éléphants, il y a une phrase qui a retenu notre attention. Il dit « J'ai envie d'aider les Ivoiriens à réaliser leur rêve de remporter la CAN 2023 ». D'abord, c'est pas... Je suis heureux qu'ils disent qu'il a envie. Sinon, c'est nous qui avons manifesté l'envie. C'est pour ça que nous sommes allés le chercher. Pour qu'il nous accompagne, non seulement à gagner cette coupe, mais pour nous, les Ivoiriens, c'est plus un rêve. Voilà, nous avons remporté 2 fois, nous avons joué 2 finales. Nous avons perdu, nous avons 3 demi-finales. Je pense, pardon, 3 fois, 3e de cette compétition. Donc, ce n'est pas un rêve. Nous voulons juste continuer à gagner, à donner les trophées comme tout le monde. Mais, voilà, nous aider, nous accompagner à satisfaire peut-être notre désir, notre envie, voilà. Mais ce n'est plus un rêve en tant que tel pour les Ivoiriens. Le rêve était celui d'organiser cette compétition parce que de vivre cette CAN-là en Côte d'Ivoire, 40 ans après, et grâce au président Alassane Ouattara et son gouvernement, surtout, je tenais à dire merci aussi au président Sory Diabaté, à Sidi Diallo, à son âme, grâce à eux, nous vivons notre rêve, nous autres là. Voilà, aujourd'hui, nous touchons la Coupe d'Afrique des doigts. Parce que si on prend chaque 2 ans, c'est possible que ce soit peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans que la Côte d'Ivoire réorganise la Coupe d'Afrique. Peut-être que nous ne serons pas là. Donc, c'est nous qui vivons notre rêve. Mais celui de caresser le trophée, nous l'avons déjà caressé en 92 et en 2015. Maintenant, on veut être dans les pas du Cameroun, du Ghana et de l'Égypte, c'est tout. C'est peut-être aussi, hein, c'est le rêve de remporter ce trophée en tant que pays hôte. La Côte d'Ivoire a 2 trophées, mais ce sont des trophées qui ont été remportés hors de la Côte d'Ivoire. La première fois, c'était au Sénégal. La deuxième fois, c'était en Guinée équatoriale. Mais là, la Côte d'Ivoire joue à domicile. Ça serait un rêve aussi pour la Côte d'Ivoire de remporter ce trophée-là. Ouais, exactement, exactement. Bon, après, je suis d'accord avec mon grand frère Dago qui dit qu'on a déjà gagné. Mais après, quand j'écoute le coach, je pense qu'il veut dire c'est la première fois, c'est la deuxième fois qu'on organise la CAN. Et c'est un rêve de gagner la CAN chez soi. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Pour moi, comme j'ai compris, le rêve, c'est de gagner la CAN chez nous, puisqu'on l'a déjà fait avant, ailleurs. Donc, ce serait un rêve maintenant de gagner cette CAN chez nous. Donc, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Donc, ben, c'est très bien. Alors, si on peut rêver de gagner la CAN chez nous, ben, ça serait un très beau rêve. Alors. Vous pensez que Gasset est l'homme qu'il faut? Je ne sais pas si c'est l'homme qu'il faut, mais il est là déjà. Il faut aller avec lui. C'est quelqu'un qui est assez expérimenté. Voilà, donc il connaît le football aussi. Maintenant, est-ce que c'est lui qui va nous faire gagner ou pas? Ben, on le verra après, mais je pense qu'il a les joueurs qu'il faut. Il a les joueurs qu'il faut. Donc, moi, je pense qu'il faut y croire parce que ça reste du football. Et même en n'y croyant pas, bon, en 2015, on se souvient tous, hein, on était plus réticents. Et au final, on gagne la Coupe d'Afrique. Donc, ça n'arrive pas tout le temps, mais
il faut y croire quand même parce que voilà, il a apporté quelque chose quand même. Au départ, c'était un peu plus compliqué. Bon, aujourd'hui, on voit que maintenant, il commence à s'habituer, à trouver son groupe et tout ça. Donc, je pense que demain, on peut lui faire confiance jusqu'à la fin de la compétition. Alors, coach, avec vous, revenons un peu à ce match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Sur mes fiches, les 5 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, sur les 5 derniers matchs, la Côte d'Ivoire a enregistré 3 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Côté Bissau-Guinéen, c'est 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites contre récemment le Mali en amical 6-2 et contre la Guinée-Conakry 1-0. Visiblement, hein, autant pour moi, c'est une équipe qui ne réussit pas face aux équipes qui ont un niveau de jeu plus élevé. Est-ce que ça dit que ça sera un match facile pour la Côte d'Ivoire? Ben écoute, les matchs d'éliminatoire et pour les matchs amicaux ne sont pas les mêmes matchs quand on vient en compétition officielle. Vous savez, dans un premier temps, cette équipe de Guinée équatoriale, de Guinée-Bissau plutôt, va venir, comme Dago l'a dit, pour prendre son bus, le déposer là, et puis attendre qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va proposer. Et c'est au fur et à mesure, s'ils sentent, qu'ils se disent, bon, écoutez, on a essayé une fois, on a titillé, est-ce qu'on ne peut pas franchir un palier? C'est-à-dire, au lieu de rester dans nos 30 mètres, est-ce qu'on ne va pas aller un peu plus haut? Là, ça rend un peu le match intéressant et ouvert. Mais s'ils vont rester dans leurs 40 mètres et puis déposer le bus, c'est à nous maintenant de trouver les ingrédients pour sortir de cette situation-là. Mais je pense que quand on prend les niveaux individuels de chaque joueur, je pense qu'ils sont au-dessus. Maintenant, l'animation et puis le déclic va dépendre des joueurs eux-mêmes. C'est vrai, l'entraîneur, en tant que technicien, va leur demander de passer sur le côté, ou bien passer dans l'angle du jeu, ou bien passer par les latéraux. Mais quand tu es sur le terrain, c'est toi qui sens le match et c'est toi qui vis le match. Je peux solliciter un 1-2 avec Dago qui peut terminer à un 1-2-3 sur Zezeto qui va marquer un but. Ça va dépendre de quel est l'appel de balle de Zezeto qui fait derrière. Donc tout ça, c'est des ingrédients, c'est le développement du football, c'est l'animation que les joueurs vont faire. Mais quand je regarde par exemple Gassé faire sa conférence de presse avec le deuxième capitaine qui est Franck Kessié, qui est assis, qui est serein et qui a un petit sourire sur le côté, je pense que c'est déjà un bon augure parce que avec lui, il n'y a pas de petit match. Il aborde les matchs. Toutes les équipes, il les respecte. Aujourd'hui, nous devons respecter la Guinée-Bissau. Et puis sur le terrain, nous devons tout faire pour battre cette équipe. Alors, Charles, c'est une équipe qui a battu le Nigeria, il faut le signifier, lors des matchs éliminatoires pour cette CAN, 1-0, même si au match retour, l'équipe a perdu 1-0 également face au Nigeria. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette même logique que le coach? Il n'y a pas de football, il n'y a qu'un seul langage au football, c'est de respecter l'adversaire. Et justement, même se fier même à ces matchs-là, s'ils ont pu marquer, sinon gagner un jour le Nigeria, qui est l'un des plus grands du football africain, qui nous a produit des grands footballeurs, et non le moindre, qui a gagné les Jeux Olympiques face au Brésil, le Nigeria, ce n'est pas n'importe quelle équipe, ça voudrait dire qu'il faut respecter cette équipe de Guinée-Bissau. Elle pourrait être dans ce jour bien là, n'est-ce pas, ce jour bien qui lui a permis de battre les choses du Nigeria, demain, et donc à nous de la respecter, et puis voilà, de jouer sérieux. Mais une chose est sûre, on ne doit pas être ridicule. On ne faut pas être ridicule. C'est-à-dire que le problème des Ivoiriens, c'est que dans notre temps fort, en général, on ne tue pas vite l'adversaire dans notre temps fort. Je parle des matchs qui ont été des véritables matchs spécifiques, hein, des matchs des équipes qui sont du même niveau que nous. Hein. Je parle du Maroc, de l'Afrique du Sud. Quand je me fie un peu à ces matchs amicaux, on n'a pas été mordant, clinique, dans nos moments forts. Même contre le Mali. Voilà. Et donc, moi, je souhaite vraiment que ça ne soit pas le cas face à cette équipe de Guinée-Bissau là, de sorte qu'on rentre très vite dans la compétition. Parce qu'après une question de gestion des matchs, au second tour, il faut faire des captures de sorte qu'on n'est pas tombé. Si c'est des adversaires, franchement, qui sont réputés être nos adversaires habituels, qui nous font sortir notamment, je pense à l'Égypte, le Cameroun et autres. Donc, il faut vraiment prendre tout ce match-là au sérieux. Et je suis heureux que le président Idriss Yassine Diallo a mis ces jeunes dans un certain cocon qui leur permet vraiment d'être dans de bonnes conditions. Alors Zeto, on a écouté Jean-Luc Gassé et qui a dit que la Guinée-Bissau, c'est une équipe qui joue plus en arrière, qui préfère jouer en arrière et puis procéder par des contre-attaques. Face à une telle équipe, comment on doit se comporter sur le terrain?
Est-ce qu'il faut affronter, il faut attaquer tout de suite ou observer la même attitude que cette équipe? Non, mais déjà, contre ce genre d'équipe, il faut élever son niveau de jeu. Et je pense que la base même, c'est le milieu de terrain. Il faut que le milieu de terrain élève le niveau. Quand tu prends le milieu en compte, je pense que tu as le match en main. Donc, ça va. Et puis, comme Dago l'a dit aussi, il faut pouvoir tuer les matchs. Si tu ne tues pas les matchs, ça te rattrape. Et dès les premières minutes? Dès les premières minutes. Dès les premières occasions, il faut tuer le match. Quand tu tues le match, après, l'équipe va se donner, va s'ouvrir. Donc là, il faut tuer le match. Si on ne tue pas le match, l'équipe se referme. Et quand ils vont avoir une occasion, s'ils arrivent à marquer de là, ça sera très compliqué. Et nous, on a l'habitude tout le temps de réagir quand on est en mal. Et ça, il faut éviter ça. Il faut éviter parce que le premier match, pour moi, je trouve que c'est un match très important. Il faut le gagner. Tu prends les 3 points. Après, tu as le Nigeria. Ben, si tu fais match unique contre le Nigeria, ça sera logique pour tout le monde. Et la Guinée-Bissau, elle vient, même si elle fait un match nul, je pense que ça sera une victoire pour elle. Et ça lui donne encore plus de confiance pour la suite de la compétition. Donc, je pense qu'il faut tuer le match. Alors, coach, il faut tuer le match, c'est-à-dire il faut gagner pour bien entamer cette compétition. Pour gagner, il faut quand même une équipe de joueurs qu'il faut, à la place qu'il faut. Pour vous, quel 11 pour Jean-Louis Gasset pour entamer cette rencontre contre la Guinée-Bissau? On sait que la Guinée-Bissau joue derrière. Donc, il va falloir qu'on mette de la vitesse sur les côtés. Que ce soit comme des latéraux, que ce soit comme des ailiers. Et de la percussion au niveau des milieux de terrain. Vous pensez à Oumar Diakité quand vous dites qu'il faut de la vitesse? Non, je pense automatiquement, quand je le dis, je pense à comment il s'appelle, Jérémy Boga, à Bamba, et puis avec Crasso devant. Quand tu as ces 3-là, vous savez que Bamba, il a le flux et le reflux pendant au moins 40 minutes. Parce qu'il ne faut pas mettre la jeunesse qui a la fougue tout de suite. Ça ne peut pas... C'est vrai, ça va donner des occasions. Mais les concrétiser, ça sera difficile. Donc, il faut mettre des gars autour qui savent à quel moment. Parce que ce match-là, les 20 premières minutes, si on mène 1-0, c'est terminé. On peut marquer un deuxième, un troisième but. Donc, quand il y a Jérémy Boga qui va vite sur un côté, qui sait rentrer, s'appuyer sur un avançant, s'appuyer sur même les milieux de terrain et puis frapper automatiquement. Si tu as un Bamba qui fait la même chose de l'autre côté, et que tu as Crasso qui sait appeler entre les lignes, je pense que Seko, Franck Kessié et puis Sangaré, tout de suite, ils vont se lâcher. Et tout de suite, derrière, tu as un bloc solide. Si le capitaine n'est pas à 100%, on a son remplaçant qui est là. Tu l'as, comment il s'appelle, le petit de Monaco? Wilfried Senghor. Senghor, tu as Senghor à droite. Est-ce que vous serez partant pour un remplacement, un changement entre Senghor et puis... Tu as Senghor à droite, tu as Ghislain à gauche. Et puis si tu veux, tu as les deux jeunes, Ndika et Diomandé dans l'axe. Ou bien à la limite, si tu veux, tu as Ndika et puis Boli dans l'axe. Parce qu'arrivé à un certain moment, eux, ils vont procéder par quoi? Attaque placée ou contre-attaque. D'accord. Donc, quand il y a ces jeunes-là, tu sais qu'en cas de contre-attaque, ils vont couper les lignes. Ça ressemble un peu au 11 de départ de Jean-Louis Gasset face à la Sierra Leone. D'abord, est-ce que vous pensez que l'entraîneur va reconduire le même 11 qui a donné beaucoup de satisfaction à certains observateurs? Je ne dirais pas tout le monde, mais certains. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Depuis qu'il est là, il n'a jamais aligné le même 11. Ouais. Voilà, même si on connaît l'épine dorsale de son équipe, on a dit qu'il a aligné la même équipe 2 fois de suite. Moi, je n'ai pas vu en plus d'une dizaine de matchs. Voilà, donc c'est intéressant pour moi que pour une fois, ceux qui ont joué face à la Sierra Leone puissent se bonifier afin de mieux se connaître et puis continuer ce qu'ils ont acquis durant la préparation face à cette équipe de Guinée-Bissau. Ce serait vraiment voilà, mon souhait. Maintenant, c'est lui le sélectionneur. C'est lui qui sent les coups, c'est lui qui regarde les vidéos des équipes adverses, qui sait que bon, mais il a tel pion qui pourrait déstabiliser la défense adverse ou tel autre pion qui pourrait contenir le milieu de terrain adverse. Ça, c'est lui qui voit. Mais nous, on ne fera qu'apprécier le contenu qu'ils vont nous proposer. C'est pour ça que je me garde, moi, généralement, d'apporter des critiques sur les compositions de l'équipe des sélectionneurs parce que je considère que c'est son boulot. C'est lui qui fait ses choix et nous appartient en tant que consultants
d'analyser et de décrypter ces choix-là pour voir si au final il a fait les bons choix ou bien s'il a fait les mauvais choix. Vous préférez Wilfried Senghor sur le côté droit à Serge Aurier? Écoutez, Serge Aurier, capitaine de Nottingham Forest, c'est pas n'importe qui. Être un Africain capitaine en Europe, ça veut dire que vous êtes fort. Vous êtes très très fort. Ça, je tiens à le dire à tout le monde. Ensuite, jouer en Italie, c'est ça, Wilfried Senghor. À Monaco en France. À Monaco, pardon, en France, c'est pas aussi donné à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, oui, ils ont de la qualité, ils ont des valeurs qui soutiennent aujourd'hui. Ça sera le plus déterminé, à mon sens, que le Côte d'Ivoire pourra aligner. Parce que la Coupe d'Afrique se gagne avec la détermination. D'accord. Alors, avant de passer au prochain sujet, juste une question pour Zézeto. À la conférence de Jean-Luc Gasset, c'est Ange Kouadio qui y était. Et selon l'information qu'il nous a rapportée, lorsque la question a été posée à Jean-Luc Gasset de savoir quel serait son 11 de départ face à la Guinée-Bissau, il a répondu pour dire qu'il ne sait pas d'abord. Il faudra attendre après le match d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse avoir une idée claire de son 11 de départ. Zézé, je vous vois en train de sourire. Dago rit. Il cache trop bien son jeu. Alors, Zézé, comment est-ce que vous comprenez, Zézé? Non, je pense qu'il sait. Peut-être qu'il n'a pas envie de dévoiler maintenant, mais je pense qu'il sait. Et puis, moi, je pense qu'il va reconduire un peu l'équipe qui a joué contre la Sierra Leone. Un ou deux joueurs près, comme le grand frère Dago l'a dit, peut-être Serge Aurier, Senghor, j'hésite encore entre les deux. En plus, avec Diomandé dans l'as, avec Willy Boli. Voilà. Mais je pense qu'à part ceux-là, tout le reste, je pense que voilà, c'est l'équipe qui est là. D'accord, messieurs, on va partir pour le prochain sujet de ce premier numéro du brunch de la CAN. Et nous sommes au second temps fort de cette émission, le Garba du brunch de la CAN. C'est quand même un peu pimenté. Hein? J'ai vu Zézeto en train... Non, il n'y a pas de piment encore. Non, le piment va arriver sur la table et puis de façon physique, tout le monde verra le piment. Mais on sent déjà, en tout cas moi à mon niveau, je sens que c'est un peu pimenté. Alors on va parler du second sujet, juste après cette courte transition. Alors, si vous consultez vos différentes montres, vous allez constater qu'il est actuellement 19h00. Vous êtes bel et bien sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez ce premier numéro du brunch de la CAN, émission quotidienne qui va passer pendant un mois sur l'Intelligent TV pour vous faire vivre intelligemment la compétition la plus intelligente sur la chaîne la plus intelligente avec les consultants les plus intelligents. Et là, nous allons aborder un autre sujet encore plus intelligent que le premier. Il s'agit des assurances qui ont été données par le COCAN relativement à l'organisation de cette 34e édition. Le président justement du comité d'organisation de la CAN, François Amichia, était face aux médias nationaux et internationaux le mercredi passé pour faire le point des préparatifs de la compétition. Alors, selon François Amichia, la Côte d'Ivoire est prête à offrir une CAN de qualité au monde. On va l'écouter et on revient pour en parler. Le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, est prêt à livrer la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations selon les prescriptions du cahier des charges de la Confédération africaine de football. Je viens de dire que le COCAN est prêt à relever les défis qui se présentent et à surmonter les obstacles avec résilience, créativité, calme et maîtrise de soi. Alors, messieurs, nous sommes toujours sur l'Intelligent TV. On a écouté le président du COCAN, Charles. Vous avez eu l'occasion d'écouter François Amichia durant cette conférence, même si vous n'y étiez pas, mais en tant que consultant, observateur du football, vous avez cherché à savoir ce qu'il a dit durant cette conférence. Il a signifié que la Côte d'Ivoire est prête
à offrir une CAN de qualité au regard de tout ce que la Côte d'Ivoire a pu réaliser comme installation sportive, comme infrastructure routière et hôtelière pour héberger et faciliter le déplacement à tous. Est-ce que vous partagez cet optimisme du COCAN? Écoutez, cet optimisme a toujours habité les Ivoiriens. Toute l'Afrique sait que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil et hospitalière. Donc, que ce soit le ministre Amicha qui le dise ou pas, tous les Africains savent que la Côte d'Ivoire a toujours été prête à recevoir tout le monde. Dans nos villages, tous les Africains, ils sont chez eux. Ils sont toujours très bien reçus. Le peuple dont nous disposons, nous le partageons toujours avec tous les étrangers qui viennent chez nous. Donc, ça ne m'étonne pas que le ministre Amicha le dise. Voilà, pour moi, c'est un fait anodin. Ça, il faut le souligner. Moi, la seule chose je sais que le gouvernement a mis tous les moyens qu'il fallait, sinon qu'il faut pour qu'on réussisse la CAN. Et à ce niveau-là, ça sera toujours un succès. Tout ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire a toujours réussi. La Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu. Tout ce qui s'est fait ici a toujours réussi. Côte d'Ivoire 84 a été la plus belle CAN, je le précise bien. La plus belle CAN d'alors. Donc je ne suis pas surpris qu'on dise encore que cette CAN de 2023 sera la plus belle CAN. Simplement parce que tout ce que nous faisons ici, ça a réussi tout. Vous auriez voulu entendre quoi de la bouche de Amicha, par exemple? Non, il est du COCAN. Il sait qu'il est censé être neutre. Ça, moi, je sais qu'il est censé être neutre. Il est du COCAN. Moi seulement, j'aurais bien voulu, comme il le disait bien avant, lui et tous les autres dirigeants du football ivoirien, que ça serait une fête nationale. Sincèrement, j'aurais bien voulu que depuis le mois de décembre, que les Ivoiriens vivent la fête. Et que tous ceux qui venaient en Côte d'Ivoire, sachent que la Côte d'Ivoire était toujours en fête, comme d'ordinaire. Vous constatez un peu de frénésie autour de cette compétition? Malheureusement, c'est vraiment le piment qui met difficilement dans ce garba-là. Ça, il faut le souligner. C'est seulement avant-hier qu'on voit un peu ça et là, tout ce qui se passe. Sinon, en dehors de ça, tout le reste, là, on les félicite, on les remercie. Mais là où ils nous ont fait échec, et ça, je le dis, c'est le fait qu'on ne s'y est pas pris tôt pour créer notre ambiance habituelle. Voilà, moi, c'est ce qui me gêne. Mais Amicha a répondu à cette question au cours de la conférence. Il ne m'a pas convaincu à sa réponse. On lui a demandé est-ce qu'il sentait la CAN, qu'est-ce qu'il répondait à ceux qui estiment qu'on ne sent pas la CAN. Il a répondu pour dire il faut faire un tour dans les hôtels, les bars, les restaurants, chez les couturiers, chez les vendeurs de leket, pour se rendre compte de cette ferveur autour de cette compétition. Quel bar, il parle de quel hôtel, il parle de quel vendeur de la CAN se joue dans l'hôtel. Est-ce que la CAN se joue dans les hôtels ou bien dans les bars ou bien chose? Mais aujourd'hui, au Black, il n'y a rien. Même dans les rues de Yopougon, d'Abobo, machin, il n'y a aucune ambiance. Dans les maquis. Tout ce qui est caractéristique à la Côte d'Ivoire. Au début, nous c'est de là-bas qu'on parle. Qu'est-ce qu'ils ont dit au début? Pour mettre ton écran géant, il faut aller prendre une autorisation. Maintenant, aujourd'hui, ces restrictions ont été levées. Ils se sont fait harakiri. Quand ils ont vu tous les Ivoiriens se mettre à l'écart, mais c'est trop tard. Aujourd'hui même, il n'y a même pas de village CAN dans la plupart des villes de Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Avant-hier, pas plus clair que 2 jours, nous on est revenus des villages, 0. Ouais. Donc attends, il parle de quoi? Bon, comme l'Ivoirien aime créer toujours à la dernière minute, nous sommes des habitués de la dernière minute. Moi, écoute. On va créer encore. On va créer encore et puis voilà. On va essayer de mettre un peu de piment sur le gaba, sinon pour l'instant, le gaba il est plat là. Voilà. D'accord, Zézéto, comment vous expliquez ce manque de ferveur dont parle Charles et puis Alain? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec eux. Il y a eu beaucoup de... Est-ce que vous ne sentez pas la CAN? Non, moi, personnellement, je ne la sens pas parce qu'il y a eu beaucoup de confusion autour de la COCAN et tout. C'est une manière aussi de sentir la CAN, c'est tout. Bon, parce que ça a empêché certains maquis, des grands espaces, de pouvoir mettre les trucs en place pour pouvoir recevoir du monde. Mais ces restrictions ont été levées par le COCAN. Mais ça a été levé à quel moment? Ça a été levé à quel moment? Ils nous ont dit au début qu'il n'y avait pas de restrictions. À la fin, on nous dit que les restrictions ont été levées. Ça veut dire qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, ouais. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on nous a dit que c'était une fête nationale. Les autres CAN qui se sont déroulés au Ghana, au Cameroun un peu, quand c'était la fête nationale, les drapeaux étaient déjà sortis depuis fort longtemps. Toutes les villes et les communes vivaient déjà ces CAN-là. C'était trop compliqué pour nous. Moi, je ne parle pas des maillots, je ne parle même pas de ces restrictions. Je parle de la faveur même de tous ces étrangers. Depuis décembre. Bon, nous, en Côte d'Ivoire, on ne dit pas étrangers, mais de tous les non-ivoiriens qui venaient chez nous, ils devaient savoir, même on a vu sur les réseaux sociaux, certains non-ivoiriens se plaignent de ce à quoi ils sont habitués en Côte d'Ivoire, ils ne le vivent plus. Et c'est ça qui nous gêne.
C'est ça qui nous gêne. Mais Dieu merci, beaucoup d'Ivoiriens sont organisés autrement ces 3 derniers jours pour pouvoir faire la fête un peu, pour dire à nos frères que c'est comme ça nous sommes ici. Malheureusement, ce sont des incompréhensions. Dieu merci. Mais sinon, que le ministre ne nous parle pas des hôtels. La CAN, je ne suis pas dans les hôtels. Les hôtels, là, c'est pour recevoir les footballeurs qui vont jouer, qui, eux, ne doivent pas fester, faire les choses, ne doivent pas faire des fêtes. C'est clair. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Alors, Alain, justement, relativement à ce manque de faveur populaire autour de la CAN, est-ce que vous l'avez constaté également dans l'accueil qui a été réservé aux délégations qui sont venues d'ailleurs? Non, mais écoute, comme je le dis toujours, nous, Ivoiriens, nous sommes des gars des dernières minutes. On s'est organisé entre nous. Moi, je suis à l'aéroport parce que j'ai telle délégation qui doit arriver. On fait un petit comité. Parce qu'on connaît plus ou moins tous les joueurs qui sont dans les pays là. Ce sont tous nos beaux-parents. C'est tous nos beaux-parents. Donc, on fait des organisations et puis on va les accueillir. De l'aéroport, le gars, il est là, il vient, il nous salue. Et puis, tac, on le conduit dans son hôtel. Après, on organise encore à l'hôtel pour le recevoir. Ça, c'est le typique de l'Ivoirien. Mais dis la faveur qu'on devait voir depuis l'aéroport jusqu'à tous les hôtels, jusqu'à dans les villes, vraiment, c'est au dernier moment maintenant qu'on le voit. Mais c'est dommage, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes Ivoiriens, nous sommes des gars des dernières minutes. Je pense que ça suffira pendant la CAN, ça suffira pas, parce que l'Ivoirien s'est toujours créé. Donc voilà. Ça suffira pendant la CAN. Aujourd'hui, je prends un exemple. Ce soir, il y a des espaces qui vont organiser des spectacles, des concerts, des playbacks, tout ça. Parce que c'est des choses qui se sont prises quand? Il y a 2 jours de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le COCAN avait failli. À Zaïre, comme on le dit, le COCAN a Zaïre. Voilà. Et heureusement, c'est mon nom aussi ça. Ils ont Zaïre. Ils ont Zaïre et heureusement, nous les Ivoiriens, on a Tcho et ses autres. Voilà. Alors, Zaïre, rapidement, parce qu'il y a des gens qui découvrent la Côte d'Ivoire, Zaïre, ça veut dire quoi? Ils ont déconné. Ils ont déconné. C'est Tcho. Ici, on m'a oublié. On a bien organisé et maintenant, ça sera Zo. Alors, monsieur, une belle CAN aussi, ce sont des terrains de qualité, wow. des pelouses de qualité. Wow. Alors, je vous vois en train de vous esclaver. Wow. On aurait voulu aujourd'hui avoir nos 18 ans, nos 20 ans. Franchement, pour s'entraîner. Alors, si c'est les stades, on a le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, le Congolais, qui a signifié que ce sont des pelouses de dimension internationale, des pelouses sur lesquelles on peut jouer la Coupe du Monde. Charles? Mais écoutez, c'est pas fort de le dire? Non, c'est pas fort, c'est ce qu'il a constaté. Ce sont eux qui accréditent, c'est eux qui certifient les stades et autres. S'il le dit, c'est qu'il sait que ce qu'il a vu, c'est bien fait. Mais force de reconnaître quand même, quand on voit BMP, on voit Safes Feboigny, on voit le stade de San Pedro, Korogo, Boaké, franchement, c'est des joyaux. Donc, il n'y a rien à dire. Honnêtement, quand j'imagine que ce sont les petits frères qui sont venus dans ce stade-là, alors que nous, on est nés très vite, j'ai un pincement au cœur, mais c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire que d'ici 5 ans, soit si c'est le président de la République actuel qui rébellote et qui est encore là, vraiment qui nous permet d'organiser la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens d'organiser la Coupe du Monde. Il nous suffit d'avoir seulement 2 autres terrains. Parce que la Coupe du Monde, c'est 8 stades. 8 ou 12 stades, voilà, je pense qu'on peut. On a les moyens d'organiser la Coupe du Monde. C'est pas un peu prétentieux de le dire? Je n'irai pas jusqu'à là. Je laisse Dago dire ça. Vous doutez? Non, je ne doute pas, Mais je ne suis pas encore à ce niveau pour dire. Mais pour l'instant, je pense que les terrains qui sont là, c'est des joyaux. Moi, j'ai visité Yamoussoukro, Boaké et San Pedro. Moi, mon coup de cœur, c'est San Pedro. San Pedro. Ouais, parce que j'ai vu la pelouse magnifique. On a le Maroc aussi qui magnifique. Il y a même un joueur qui a fait une interview qui a dit c'est la première fois qu'il s'entraîne sur un terrain. Et moi, je vais plus loin. Qui est du nouveau de la Coupe du Monde. Depuis qu'il joue en Afrique. Oui. Ben voilà. Donc voilà. Donc vous le rejoignez, vous êtes d'accord qu'on peut organiser donc on va allons en Coupe du Monde, allons. Oui, j'ai dit maintenant. On va y aller à le gars. Je dis maintenant, mais pourquoi pas, on peut. C'est un piment qui est difficile pour vous d'avaler. Mais je vais plus loin. Je parle même des terrains d'entraînement. Ah oui. Ah mais là, c'est du régal. Quand vous allez au lycée technique, quand vous allez à l'école de police, quand vous arrivez au lycée classique, mais quand vous arrivez surtout au jardin botanique. Oh. Où s'entraîne l'Égypte. Et là où ils ont zaï, là où honnêtement, là où le COCAN a zaï pour moi, c'est que c'était l'occasion pour moi
pour que la Côte d'Ivoire ait son Clairefontaine. Merci. Ça veut dire que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire devait avoir ce centre d'entraînement qui lui était dédié au centre. Malheureusement, on n'a pas eu un tel terrain d'entraînement. Alors, monsieur, on a pris par le temps rapidement. La dernière question, on va aller à la dernière question rapidement pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous pensez que cette compétition, cette CAN, elle est la plus relevée? On le dit à partir des stats que nous avons qui ont été fournis par la CAF. C'est la première fois que tous les vainqueurs des 25 dernières éditions du tournoi depuis 1974 se sont qualifiés pour l'édition 2023. Le dernier vainqueur qui manque au rendez-vous, c'est bien sûr le Congo-Brazzaville, champion d'Afrique 1972. En plus, tous les finalistes depuis l'édition 1984 ont décroché leur ticket pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Et la dernière équipe finaliste à n'avoir pas pu se qualifier est la Libye, finaliste en 1982. Et les 15 meilleures équipes au classement africain se sont toutes qualifiées pour l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors messieurs, est-ce qu'au regard de ces stats, on peut affirmer que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est la plus relevée? Pour ma part, oui. Pour ma part, oui. Parce que chaque 2 ans, quand on a la CAN, il faut que ça soit relevé. Et si elle n'était pas relevée, elle n'intéressait personne. Une compétition, elle intéresse les gens quand il y a de bonnes équipes, quand il y a de beaux spectacles. Donc, cette CAN, elle est très élevée. Et la CAN de 2026, elle sera 2025, pardon, au Maroc. Elle sera plus élevée encore. Donc, pour moi, cette CAN, à l'heure actuelle, elle est la plus élevée. En plus, avec les 25 équipes qui ont gagné la compétition, je pense qu'on aura de beaux matchs et de beaux spectacles. Elle est la plus relevée, comme vous le dites, avec des équipes de qualité. Ça veut dire qu'on n'aura pas assez de buts, on ne sera pas gratifié des buts. Non, on aura assez de buts. On aura des buts. Il y aura forcément des buts et de très beaux buts en plus. Donc, il aura du spectacle en tout cas. Charles Dago? Non, moi je ne dirais pas que c'est la CAN la plus relevée, sincèrement. Pourquoi vous le dites? Non, parce qu'il y a moins de talent. Dans cette CAN, il y a moins de talent, c'est une évidence. Aujourd'hui, quand Mohamed Salah. Non, quand je dis il y a moins de talent, je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent. Oui. Il y a moins de talent. Parce qu'il y a des CAN où il y a vraiment des très grands joueurs sur le continent. C'est pas parce qu'on a tous les vainqueurs qui sont là que forcément la CAN est relevée. La CAN qui les relève, ce sont les valeurs. Ce sont ces footballeurs de valeurs là qui les relèvent. Aujourd'hui, il y a moins de talent. Regardons bien ceux qui ont joué la Ligue des champions européenne. Il y a moins de talent dans ceux qui ont joué la Ligue des champions européenne. Regarde quand tu parles de la Côte d'Ivoire. Combien de joueurs ont joué la Ligue des champions cette année? Tu as Jean-Philippe Crassero, c'est tout. Et puis tu as Sébastien Haller qui ont joué la Ligue des champions. Quand tu parles des autres nations, qui sont ceux qui ont joué la Ligue des champions? Donc pour moi, quand je regarde, il y a beaucoup moins de valeurs intrinsèques. Il y a quelques talents. Même les talents qui sont là sont des talents vieillissants en plus. Sadio Mané, ce n'est plus le Sadio Mané. Kalidou Koulibaly, Mahrez, ce n'est plus ça. Même Salah, ce n'est plus le même Salah. C'est des gens de plus de 30 ans. Non, il y a moins de valeur. Il y a beaucoup d'équipes compétitives, je suis d'accord. On aura quand même de très bons matchs de haut niveau. Non, ça c'est notre souhait. Oui. On doit d'abord souhaiter qu'on ait des matchs de bon niveau. Mais je dis que ce n'est pas parce que c'est selon ce que nous rapporte. Parce qu'il y a beaucoup de vainqueurs et que donc ça sera des matchs de plus élevés. Oui, mais c'est ce qui est la logique. C'est ce qui devrait être la logique. C'est ce qui devrait être la logique. Maintenant, après, comme on dit, c'est toujours des matchs de football, ça peut être moins bon comme bon. Donc, mais pour l'instant, vu comme ça, je pense que voilà, tu as toutes les équipes qui ont gagné la CAN. Oui, je pense que elles peuvent ne pas produire du bon spectacle. Exactement, mais pour l'instant, on ne peut pas. Mais c'est pour ça que je dis, non seulement on n'a pas revu la compétition, mais je dis et je le soutiens, il y a moins de talent sur cette CAN-là. Les CAN précédentes, il y avait beaucoup plus de valeur. Imaginons la CAN 2012. Mais il y a des CAN où c'était moins bon quand même. Non, je viens. Imaginons la CAN 2012. Quand tu prends la Côte d'Ivoire, c'est près de 8 joueurs qui jouent Ligue des Champions. Tu prends l'Égypte, le Cameroun, c'est ça. Donc au niveau de l'adversité, on sentait l'adversité parce que ce sont les talents individuels qui créent l'adversité. Mais là, aujourd'hui, pour moi, il y a moins de talent. Et donc, on va assister à des matchs où c'est des groupes qui vont faire la différence et non des talents. D'accord. Alors, coach, vous vous situez dans quel camp? Le camp de Zézeto ou Charles Darbo? Moi, je pense que pendant cette CAN-là, comme Zézeto l'a dit, comme Charles l'a dit, la seule différence, c'est qu'il n'aura pas assez de buts dans cette CAN. Parce que ça sera des blocs équipes qui vont venir jouer franchement, crânement les chances. Il n'aura pas assez de buts. Parce que comme Dago le dit, tous les talents sont en Europe. Tous les talents ont changé de nationalité. Aujourd'hui, d'autres sont en train de revenir dans leur nationalité de départ, mais un peu vieillissants.
dommage, mais ça sera une CAN pas très élevée, mais une CAN moyenne. Parce que le talent, vraiment, se fera maintenant en Afrique. Merci beaucoup. Alors, messieurs, nous allons nous arrêter là pour cette émission inaugurale du brunch de la CAN sur l'Intelligent TV. Merci Zézéto, Charles Dago, Coach Alain, merci à tous les trois d'être passés sur notre plateau du brunch de la CAN pour décortiquer pour vous les différents matchs qui vont se jouer pendant cette compétition. Comme vous pouvez le remarquer, le premier match de cette compétition, c'est demain, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Et donc, c'est ce match que nous avons commenté, analysé durant plus d'une heure sur ce plateau avec nos consultants les plus aguerris. Vous avez eu l'occasion de le remarquer à travers les analyses qui ont été faites. Les analyses étaient divergentes d'un consultant à un autre. Merci, messieurs, d'avoir donné encore plus de piment. Zézé est venu avec un piment de couleur jaune, Charles un piment de couleur verte et Coach avec un piment de couleur rouge. Moi, j'ai apporté de l'oignon et puis de l'huile pour que vous puissiez être servi pour ce garba. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Ariel Choukwam a réalisé cette émission. Afri Zahu était derrière les différentes caméras. Alain Bognon s'est occupé du son. On n'oublie pas Ange Kouadio, le chef d'édition pour toutes les émissions que vous verrez sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous aurez, en plus du brunch de la CAN, l'Intelligent avec Cécile Mobio tous les soirs pour vous faire le bilan de la journée, pour vous faire vivre les émotions que vous n'avez pas eu l'occasion de vivre pendant les matchs. On vous parlera des à côté dans cette émission. Merci à toutes et à tous et à dimanche 10h pour un autre numéro du brunch. Bonsoir chez vous.